C'est bon, on peut commencer. Bon, nous avons, je crois qu'on a déjà dit bonjour. Je ne sais pas qui n'était pas là juste avant. Il est 18h30, c'est incroyable. On est pile à l'heure, formidable. Bonjour à tous et toutes et merci beaucoup d'être présents à cette conférence qui promet d'être passionnante. Je vais vous présenter sans plus attendre nos trois intervenants. Je commence toujours par ordre alphabétique dans les présentations. Et plus fort, mais alors, moi, je ne peux pas parler plus fort. Il suffit que dans le micro, alors je vous explique, le micro, vous oubliez, pour ceux qui sont en ligne. C'est-à-dire qu'il ne sert pas de haut-parleur. Donc, il faut juste ne pas faire. Et on va très bien entendre parce que je pense que ma voix porte assez. Anita, je pense que la sienne, vu qu'elle était journaliste à la radio, et moi à la télé. Je pense que voilà, donc les manifs, et Yves, vous allez bien l'entendre parce que lui, il est sonorisé. Donc, je disais que je présente toujours les intervenants par ordre alphabétique, et peut-être ça en déplaira, mais il se trouve que c'est un homme qui est commence dont le nom commence par un D. Et donc, je vais commencer par Yves Dénéchère, qui est professeur d'université à Angers, d'histoire contemporaine, et qui est resté à Angers parce que malheureusement, son train d'aller et son train de retour, ça marche mieux, oui, vous entendez mieux, son train d'aller et son train de retour, eh bien, ont été supprimés. Voilà. Donc, Yves Dénéchère, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et vous avez fait un énorme travail de recherche sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas très connu, c'est-à-dire sur ces femmes qui ont fait l'Europe. Vous avez écrit la contribution des Françaises à l'idée d'Europe et à la construction européenne au XXe siècle. Vous avez écrit ça, si je ne me trompe, en 2007. Et Louise Weiss et quelques autres candidates et élus gaullistes au Parlement européen, vous avez écrit ça en 2012. Anita Hausser, à ma droite, H. Hausser, je pense que c'est alsacien, c'est ça. Vous aussi, je crois qu'il y a un gang alsacien. Donc vous êtes toujours, parce qu'on est toujours journaliste politique. Vous avez commencé votre carrière à Alsace, où vous avez connu Weiss, bien évidemment. Puis, dans le désordre, la 5, essentiellement aussi sur RTL d'abord, puis la 5, LCP aussi, vous avez fait LCI, mais il y a eu aussi LCP avec des documentaires. Voilà, non, mais c'est tellement vaste que je m'y perds. Voilà, et non seulement vous connaissez personnellement Louise Weiss, mais aussi vous avez suivi Simone Veil pendant toute sa carrière, et notamment pendant qu'elle était présidente du Parlement européen en 1979. Et puis, last but not least, Anna Toumazov, vous êtes influenceuse féministe, vous vivez à Bruxelles, donc au cœur des institutions. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux, vous avez écrit aussi un livre en 2022, Ta vie sans filtre, chez Mango Édition, et vous avez travaillé au lobby européen des femmes. Alors, on va commencer par Yves Dénéchère. Nous ferons 3 interventions sans interruption, à part moi, j'ai tous les droits, aujourd'hui seulement. Et ensuite, nous passerons à vos questions, qui j'espère seront très nombreuses. Questions, je le précise pour tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. En ligne aussi, vous pouvez poser vos questions. Sandrine Amiel, du Parlement européen, qui a organisé toute cette belle journée et que je félicite d'avoir organisé cette journée, va reprendre vos questions et les poser aux intervenants après leur intervention. Je pense que nous allons passer du plus général au plus particulier, et c'est la raison pour laquelle je redonne la parole en premier à Yves Dénéchère, qui va nous faire le point sur ces femmes qui ont construit l'Europe. On parle tout le temps des pères fondateurs de l'Europe, et c'est justifié, hein. Mais il y a un moment, j'avoue que ça m'a un peu énervée, parce que même quand on va chez Jean Monnet, dans sa maison, à Bazoches-sur-Guyonne, on voit que sa femme est partout. Alors peut-être qu'elle était dans l'ombre, mais en tout cas, je pense qu'elle était très derrière son mari avec une Italienne.
très derrière son mari, et personne ne s'en souvient, hein, alors là, vous allez parler de femmes plus officielles et je vous donne donc la parole, pour, nous faire ce brillant panorama. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'abord au Bureau du Parlement européen en France et puis à Citoyennes pour l'Europe et à Véronique Auger pour cette invitation. Alors, je me suis interrogé, moi, sur le rôle et la place des femmes dans l'intégration européenne, dans la construction européenne, en partant finalement d'une réflexion qui portait sur les places des femmes dans la diplomatie. Et alors, ça remonte déjà à quelques années, mais dans les quelques minutes là qui me sont données, je voudrais revenir sur 3 ou 4 moments clés un peu qui nous aident à mieux comprendre le rôle et la place des femmes dans la construction européenne. Le premier moment, évidemment, c'est l'entre-deux-guerres. On parle évidemment, et à juste raison, des pères fondateurs, de la CECA à partir de 1951, etc. Donc, la grande décennie de la construction européenne, ce sont les années 50. Mais dès l'entre-deux-guerres, il y a tout un foisonnement tout à fait intéressant d'idées sur la construction européenne. On pense à Coudeneuve-Kalergi et à Louise Weiss, j'ai envie de dire évidemment. Louise Weiss qui, avec son titre L'Europe nouvelle, eh bien, crée une revue qui donne la parole, qui relaie les idées d'hommes politiques, d'intellectuels, qui pensent à cette construction européenne après la déflagration qu'a été la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, comme une guerre civile européenne en quelque sorte. Alors parfois on qualifie Louise Weiss de grand-mère de l'Europe, c'est la génération... c'est pas la génération d'avant les fondateurs, c'est la génération des fondateurs en fait. Mais effectivement, son combat pour l'Europe, à la tête de cette revue, c'est surtout entre 1918 et 1934. Après 1934, elle casse sa plume, comme elle dit, et elle va aller vers un autre combat, qui est le combat pour le droit de vote des femmes. Néanmoins, pendant ces années-là, ces années 20, on peut dire, et le début des années 30, eh bien, elle va croire beaucoup dans la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU, cette Société des Nations et la paix universelle, et dans les couloirs du pouvoir, que ce soit en France, au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, autour des présidents du Conseil, ou à Genève, eh bien, elle va rencontrer beaucoup de responsables politiques, dont Jean Monnet, qui joue un rôle important à la SDN dans cette décennie. Mais, un peu, comment dire, paradoxalement peut-être, eh bien, finalement, Louise Weiss sera absente du deuxième moment dont je voudrais vous parler, qui est celui justement de la décennie des années 50. Au temps des fondateurs, est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes politiques? Est-ce qu'il y a des Françaises? La réponse est oui. Elles sont beaucoup moins connues que les hommes, mais je vais vous en citer quelques-unes sans m'attarder trop parce que je n'en ai pas le temps, mais on pourra y revenir si vous voulez. Il y a d'abord 2 grandes femmes politiques très intéressantes et très importantes, gaullistes, c'est Marcel Devaux et Irène de Lipkowski, qui toutes les deux eh bien, vont s'engager dans le processus de construction européenne, alors que le général de Gaulle est contre, il est contre la construction de la CECA, il est contre le traité de Rome au moment où on le négocie et on le signe, ensuite il le mettra en œuvre, mais néanmoins, voilà, et ces 2 femmes eh bien, vont lui dire qu'elles sont européennes et qu'au Parlement, eh bien, elles voteront pour la construction européenne, ce qu'elles feront. Et Marcel Devaux est une immense personnalité qui est trop peu connue. Et puis, dans les autres mouvements politiques, je pense au MRP, qui est le mouvement de Robert Schuman, eh bien, il y a aussi des femmes comme Germaine Perrol, comme Germaine Poinceau-Chapuis, comme Marie-Hélène Cardot, eh bien, qui sont présentes dans ces assemblées de la 4e République et vont soutenir le projet européen. Puis on trouve aussi chez les radicaux, Jacqueline Thomé-Patenautre par exemple, qui elle aussi va avoir un rôle important. Louise Weiss, où est-elle à ce moment-là? Eh bien, elle est partie faire autre chose, notamment des films documentaires,
Et c'est pas faute d'avoir voulu participer en quelque sorte à cet élan des années 50. Hein. Elle écrit des lettres à Jean Monnet en lui faisant presque des offres de service pour se mettre au service de la CECA qui est en train de se construire et dont Monnet est le principal responsable. Mais Monnet ne lui répond pas. Monnet, dans ses mémoires, ne cite jamais une seule fois le nom de Louise Weiss, alors qu'ils se connaissaient très bien depuis les années 20 et qu'ils partageaient cette idée européenne. La raison, c'est peut-être leur divergence en 1940, quand Monnet lui propose de partir avec lui vers Londres, et Louise Weiss refuse. On dit ensuite qu'elle a participé à un réseau de résistance. Les choses ne sont objectivement pas tout à fait bien établies. Et on voit là qu'il y a finalement une coupure, une rupture un petit peu, ce qui fait que Louise Weiss ne participera pas à ce grand moment de la construction européenne des années 50. En revanche, elle est de retour, si j'ose dire, en 1979 pour la première élection au suffrage universel du Parlement européen. Elle a, à la fin des années 60, début des années 70, publié ses mémoires, Mémoires d'une Européenne, qui la font un peu revenir sur le devant de la scène. Et en 1979, elle est candidate à cette première élection au suffrage universel pour le Parlement européen. Elle est 5e sur la liste RPR, conduite par Jacques Chirac. Et donc, elle est sûre, vu l'âge qu'elle a, elle doit avoir à l'époque 86 ans, elle est sûre d'être élue, puisque c'est un scrutin de liste national, et elle est sûre d'être la doyenne du Parlement, et donc de prononcer le discours d'ouverture de ce Parlement nouvellement élu au suffrage universel. Et il ne faudrait pas cantonner cette élection au suffrage universel uniquement à ce grand discours de Louise Weiss. Évidemment que c'est l'élection de Simone Veil à la présidence du Parlement européen. Première femme, première présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel, c'est pas rien. Une élection très compliquée, très difficile, parce que celle qui se présente, c'est aussi la Simone Veil de la loi sur l'IVG, etc. Et vis-à-vis des Irlandais, vis-à-vis des Italiens, la situation n'est pas simple. Et puis Louise Weiss arrive dans une institution Simone Veil, arrive dans une institution d'hommes, et elle m'avait raconté très bien, et elle l'a dit d'ailleurs dans ses mémoires, comment, quand elle arrive à la présidence, on lui dit, tenez, on a déjà organisé votre cabinet, etc. C'est évidemment pas ce genre de choses qu'on pouvait dire à Simone Veil, qui évidemment va s'affirmer très vite dans la fonction et incarner la construction européenne, l'Europe, au moment où l'Europe l'incarnation de l'Europe faisait cruellement défaut. La Commission n'avait pas, j'allais dire, la représentativité qu'elle va avoir par la suite. Et puis surtout, arrive dans ce Parlement européen 16% de femmes parmi les députées françaises, à peu près 15% tout dans le Parlement. Et il y a là des socialistes qui se sont battus pour avoir un tiers des postes éligibles. Yvette Roudy, Françoise Gaspard et puis d'autres. Il va y avoir un vrai mouvement de prise en compte des femmes avec une commission ad hoc sur les droits des femmes. Et puis des liens très forts entre ces femmes politiques qui sont élues et des femmes militantes qui vont peu à peu s'organiser au sein du lobby européen des femmes, qui va regrouper de nombreuses associations militantes, féministes, féminines. Je dis les deux, mais on pourrait y revenir. Et donc il y a tout un mouvement qui est lancé à partir de ce moment-là. Alors après, il faudra attendre 1989 pour qu'une première femme fasse partie de la Commission européenne. C'est encore une Française, Christiane Scrivener, avec la grecque Papandréou. Et puis ensuite, on pourrait évoquer aussi, mais je vais m'arrêter là, on pourrait évoquer aussi le rôle et la place des femmes politiques françaises dans la politique européenne de la France. Et là, il y a quand même une grande figure qui émerge, c'est Élisabeth Guigou, comme conseillère auprès de François Mitterrand pour les affaires européennes, et puis elle deviendra ensuite ministre des Affaires européennes avec un rôle non négligeable, même très important, on peut dire, lors du référendum et de la campagne pour le référendum
du traité de Maastricht. Voilà en quelques mots pour lancer un peu les choses, quelques grands repères sur les femmes et notamment les Françaises et l'Europe. Et je suis prêt à répondre à vos questions tout à l'heure, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves pour ce panorama qui effectivement nous donne envie de vous poser 50 questions de précision tout de suite, mais nous allons focaliser sur Louise Weiss et sur Simone Veil par un témoignage qui est vraiment incroyable de Anita. Bah si, parce que si, aujourd'hui qui peuvent témoigner déjà sur Louise Weiss, ensuite aussi sur Simone Veil telle que tu l'as connue, et deuxièmement sur les deux. Et donc de pouvoir faire une comparaison, et donc de pouvoir de leur relation entre elles. Voilà, alors je te laisse la parole, comme à Yves. Merci. Alors, où est-ce qu'on appuie? Nulle part. Ah bon, ça marche? Oui, ça marche. Oui. Alors, je vais rebondir tout de suite sur ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, quand elle citait Louise Weiss, quand elle disait qu'elle n'aurait jamais cru qu'elle deviendrait députée européenne. C'est exact, parce que c'était vraiment inespéré pour elle. On est allé la chercher, parce qu'à l'époque, Jacques Chirac et les gaullistes n'étaient pas franchement partisans de la construction européenne, et surtout l'élection de 1979 s'est déroulée sur fond de rivalité Giscard-Chirac. La campagne électorale pour le Parlement européen, pour les listes européennes, s'est déroulée sur ce fond-là. Enfin, tout s'est passé là-dessus. Mais c'était si peu espéré pour elle que lorsqu'elle s'est présentée à l'Académie française, où elle n'a pas été élue, c'était en 1975, et c'est à cette occasion que je l'avais rencontrée et interviewée, et elle m'avait écrit une lettre, et c'est d'ailleurs grâce à cette lettre que je suis là aujourd'hui, puisque j'en avais parlé à Véronique. Alors déjà, elle m'avait répondu, elle m'avait écrit « Cher confrère Anita ». C'est vraiment une lettre de féministe, et elle me remercie et elle dit je mène mon dernier combat de vieille lionne fatiguée contre des immortels, fatigués également, et auxquels la compagnie de femmes sous la coupole paraît odieuse. Sentiment d'autant plus difficile à vaincre qu'il est fondamentalement irrationnel. Et évidemment, elle s'est présentée 2 fois et elle n'a pas été élue. Alors, en 1979, quand Valéry Giscard d'Estaing propose à Simone Veil d'être candidate, tête de liste pour cette élection au suffrage universel. Simone Veil a accepté avec enthousiasme, parce que d'abord, elle a été depuis toujours une militante de l'entente, de la réconciliation franco-allemande, et puis elle en avait un peu assez d'être au gouvernement, il faut le dire. Elle disait je ne pouvais plus avancer dans mon action. Et du côté de Jacques Chirac, on cherchait une personnalité un peu emblématique qui permettrait d'effacer, si je peux dire, les dissensions qui existaient au sein de la famille gaulliste à propos de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jacques Chirac, quelques mois auparavant, avait publié ce qu'on a appelé l'appel de Cochin, puisqu'à l'époque, il était hospitalisé à Cochin à la suite d'un accident de voiture. Et c'était un propos particulièrement violent. Il disait, nous disons non à la politique de supranationalité, non à l'asservissement économique, non à l'effacement international. Face à l'organisation européenne, oui, nous le sommes pleinement, nous voulons autant que d'autres que se fasse l'Europe, mais une Europe européenne où la France conduise son destin de grande nation, mais non à une France vassale dans un empire de marchands, non à une France qui démissionne aujourd'hui pour s'effacer demain. Et puis alors, le bouquet, ça a été, comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Et là, évidemment, il visait Giscard, ça a été un tollé extraordinaire et ça a marqué toute la campagne de 1979, n'est-ce pas Fabienne? Oui. Bon. Donc, elles sont élues toutes les deux et
la passation de pouvoir était assez émouvante, mais Simone Veil n'est pas devenue présidente du Parlement européen comme ça, du jour au lendemain. Ça a été je pense que M. Dénécher a un peu amorcé la question. Il a fallu de longues négociations parce que la France n'était pas très, très présente au Parlement européen, et surtout dans les institutions européennes. L'Europe, ce n'était pas l'affaire de la France. Pierre Fimelin s'est battu comme un lion pour que le Parlement reste à Strasbourg. La période gaulliste n'a pas été une période européenne pour la France. Il faut sans entrer dans les détails, je crois qu'on ne peut pas me démentir là-dessus. Alors, concernant la personnalité des deux femmes, Louise Weiss était une vraie féministe, une suffragette qui s'est battue, on l'a dit, pour obtenir le droit de vote. Simone Veil, elle n'était pas une militante féministe. Pour elle, l'égalité des femmes et des hommes, c'était une question de droit. Je veux dire, en fait, le problème n'aurait pas dû se poser. Pardon ? Vous prendrez la parole tout à l'heure, oui. Madame. Elle s'est beaucoup battue pour l'égalité des droits entre femmes et hommes, oui, hommes et femmes, si vous voulez. Son prisme européen était un prisme franco-allemand. Vraiment, c'était le centre de son action. Elle voulait absolument œuvrer pour la réconciliation franco-allemande, ce qui, venant d'elle, est quand même assez extraordinaire. J'avais interrogé son fils à ce sujet et il m'a dit que sa grand-mère, donc la mère de Simone Veil, était déjà, entre les deux guerres, plaidait déjà pour la réconciliation franco-allemande, alors que son grand-père était, lui, plus réservé sur la question. En tout cas, cet engagement franco-allemand ne s'est jamais démenti. Elle a beaucoup voyagé à travers l'Europe et elle est restée très proche des autorités allemandes tout au long de sa carrière, puisqu'après il s'est agi dédommager les victimes, enfin le fonds d'indemnisation, et donc elle s'est beaucoup investie là-dedans également. Et je dirais que je ne sais pas ce qu'ont été les relations entre Simone Veil et Louise Weiss proprement dite, parce que moi je n'ai pas couvert le Parlement européen, je suis journaliste de politique intérieure, mais lorsqu'il a fallu passer le relais en 1982, puisque c'était l'accord qui avait été conclu entre Européens, c'est-à-dire que la présidence serait une présidence tournante au bout de 2 ans et demi. Simone Veil, elle avait été encouragée à maintenir sa candidature pour un deuxième round, si on peut dire, et ce sont les gaullistes qui l'ont empêchée d'être réélue. Donc ça, elle en a conçu une grande amertume. Et quant à Louise Weiss, c'est extraordinaire parce qu'elle a siégé dans un groupe, elle, la grande européenne, dans un groupe qui n'était pas européen, je veux dire, qui était avec les Irlandais, qui étaient des anti-européens et qui ont freiné, et ce sont d'ailleurs les gaullistes qui ont empêché Simone Veil d'être réélue en 1982, et ça, je veux dire, elle a eu du mal à le digérer quand même. Alors, pendant sa présidence, j'ai eu l'occasion de l'accompagner en voyage. Enfin, je l'avais déjà accompagnée auparavant quand elle était ministre de la Santé, mais j'étais allée avec elle en Égypte. Et alors, j'avais été frappée parce qu'il n'y avait pas de garde du corps. Et elle voyageait avec un collaborateur ou deux, et il y avait 2 journalistes qui l'accompagnaient, tout ça en toute tranquillité. Elle a été reçue par les hautes autorités égyptiennes puisqu'elle a été l'invitée du Parlement. Elle a été reçue par le président Moubarak, qui lui a prêté son avion pour aller visiter les pyramides. Donc j'en ai profité. Mais c'était incroyable. Elle n'était pas c'était pas un chef d'État qui était reçu, alors qu'elle était considérée, elle avait rang de chef d'État. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque. Et elle m'avait emmenée, c'est plus anecdotique, elle m'avait emmenée à une audience avec le ministre de la Population, je crois que ça s'intitulait comme ça, qui était Boutros Boutros-Ghali, qui après est devenu secrétaire général de l'ONU. Et alors elle lui avait parlé avec un
un franc-parler, son franc-parler habituel, et elle l'avait mis en garde contre la surpopulation. Elle lui a dit, mais il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour que votre pays ne soit pas surpeuplé, faites quelque chose pour freiner un peu cette natalité. Évidemment, il était resté de marbre et n'avait pas réagi à ce que lui avait dit Simone Veil. Voilà à peu près les témoignages personnels que je peux apporter. Je suis prête à évidemment répondre aux questions quand Anne aura pris la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces témoignages très précieux. Alors, Anna Toumazov, bon, vous n'avez pas connu ni Simone Veil ni Louise Weiss, c'est une question d'âge, on va dire. Mais bon, en tant que féministe, est-ce que vous avez travaillé sur ce pourquoi l'histoire ne retient jamais le nom des femmes? Exceptionnellement, peut-être la Vierge Marie, mais bon. Pourquoi d'après vous, c'est quelque chose qu'on ne met pas en valeur? Est-ce que vous avez analysé cette raison? C'est une question qui est complexe, mais ça la rend intéressante du coup. Mettez le micro. Est-ce que là on m'entend bien? Oui. Parfait. Je crois déjà, mais là ça va vraiment être un argument qui va être très très féministe, mais c'est au niveau de comment vont se construire les hommes et comment vont se construire les femmes. Il y a quelque chose, je pense que tout le monde dans la salle aura déjà remarqué, c'est que à égale réussite, à égal accomplissement, un homme aura tendance à beaucoup plus se glorifier de ce qu'il a pu faire par rapport à une femme qui va souvent se montrer plus humble et qui va peut-être parfois s'effacer derrière le collectif ou derrière justement les hommes qui l'auront épaulé, etc. Donc déjà, il y a cette réticence, peut-être, je dirais, des femmes à se raconter, en tout cas à se raconter dans leur entièreté et dans leurs réussites et succès. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on sait aussi que actuellement, peut-être que ce sera amené à évoluer, mais l'être humain, disons, est référentiel, l'être humain étalon, l'être humain type, c'est l'homme, en général plutôt blanc, plutôt riche, etc. Et du coup, ça fait qu'en fait, même quand on essaie d'étudier l'histoire à l'aune de ce qu'elle a vraiment été, eh bien, on va toujours la réévaluer en fonction de ce que l'on connaît maintenant, où on est et on demeure une société qui est quand même dominée majoritairement par les hommes, même si des choses sont mises en place, même si des choses se passent et même si beaucoup de choses bougent, notamment durant ces dernières années, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, qu'on est à nouveau face à une vague d'avancée des droits des femmes, même s'il y a aussi des reculs, mais qui est quand même considérable. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, par exemple, moi, j'aime bien faire ça. Vous savez que vous avez dû le voir, je suis spécialisée vraiment en vulgarisation. J'essaie de tout rendre très, très accessible. C'est pour ça que je ne vais vraiment pas faire de verbiage. Mais typiquement, en tant que féministe sur les réseaux sociaux, je me fais énormément attaquer. C'est ce qu'on appelle le backlash. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure parce que je sais que, par exemple, quand je lis des choses sur Simone Veil et ce qu'elle a pu vivre à travers sa vie, je sais qu'elle recevait des lettres terribles chez elle quand elle essayait de faire avancer les choses. Je sais qu'elle a été l'objet aussi de discours terribles qui lui ont été faits en pleine face. Bon, de nos jours, quand des personnes antiféministes veulent attaquer pas forcément même des féministes, parfois juste des femmes publiques. Ça va se passer souvent de façon virtuelle et de façon très virulente. Et donc très souvent, le discours qui vient, c'est qu'on dit que des bêtises. Et ce qu'on nous dit très souvent, c'est voilà, si demain la guerre arrive, vous irez pas combattre, de toute façon, vous ne savez pas vous battre, et remercier les générations d'hommes qui se sont battus pour vous, etc. Et en fait, bon, ça, je pense qu'un historien serait plus en capacité d'expliquer exactement ce qui s'est passé à cette période-là. Mais en fait, par exemple, quand on regarde l'histoire un peu de près, notamment pendant les 2 guerres mondiales, on sait qu'en fait, les femmes à l'arrière-plan ont fait énormément et ont fait tenir les pays, et que sans les femmes, les pays se seraient effondrés, il n'y aurait plus d'armes, ça aurait été un sursis total. Et du coup, là encore, on a un effacement. Vous l'avez dit aussi tantôt pendant le premier discours là-haut, les femmes sont très peu présentes sur les noms des rues, les noms des places, etc. Et c'est vous qui l'avez dit. Et
on voit par exemple quand une place est inaugurée au nom d'une femme ou quand une école est inaugurée, parfois ça fait un peu les titres dans les journaux parce que c'est exceptionnel et parce que ce n'est toujours pas le référentiel. Alors je crois moi que même si des femmes ont pu avoir leur place en fait dans la construction des pays, dans la construction des institutions, etc., je pense que leur place sera enfin reconnue quand le référentiel de nos jours, celui qui évalue et qui revoit l'histoire de nos jours à l'aune de nous, ce qu'on est comme société, et bien quand ce référentiel ne sera plus uniquement masculin et qu'on aura abouti à une réelle égalité, non seulement dans les droits, mais aussi dans les faits, alors la place des femmes dans l'histoire sera justement reconnue. Alors, la place des femmes aujourd'hui en Europe n'a jamais été aussi proche du pouvoir, puisqu'on a les 3 plus importants postes qui sont tenus par des femmes, hein. Présidente du Parlement européen, présidente de la Banque centrale européenne et présidente de la Commission européenne. Et je crois qu'il y a 5 chefs d'État femmes et 6 premières ministres. Et quand on regarde, on voit aussi qu'il y a énormément de ministres de la Défense, ministres des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'on est dans des postes de pouvoir, théoriquement. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe aujourd'hui est à la pointe vraiment, quel est votre regard sur la place des femmes aujourd'hui en Europe? Et est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on est ici reçu par le Parlement européen, que justement l'Union européenne fait avancer la place des femmes? Il y a 2 questions en une. Il y a la question de la volonté de l'Union européenne. Oui, ça pour le coup, pour avoir travaillé justement le Bureau européen des femmes, comme vous l'avez signalé, quelques mois, mais enfin, effectivement, j'ai eu ce plaisir un peu de voir de l'intérieur comment ça se passe. Et c'était en 2018, donc j'étais sur la fin de mes études. Donc du coup, c'était un moment vraiment qui était fondateur, moi, dans la construction de ce que j'avais comme vision des choses et de ce que je voulais moi pouvoir apporter comme pierre à l'édifice. Et du coup, effectivement, ce que j'ai pu voir, c'est que bien sûr, il y a des personnes qui freinent des 2 pieds, mais ça, je pense qu'il y en aura toujours. Mais que oui, il y a quand même une volonté, en tout cas féministe, au niveau de l'Union européenne. Maintenant, l'autre question, et qui là, par contre, est extrêmement complexe, elle est éminemment, si ce n'est militante politique, c'est la question de est-ce qu'une femme, est-ce que voir une femme arriver au pouvoir est forcément un symbole féministe? Et ça, on l'a vu à échelle française. Marine Le Pen l'a un peu moins fait, j'ai trouvé, en 2022, mais en tout cas en 2017, elle faisait distribuer des tracts pour montrer à quel point il serait féministe d'avoir une présidente. Moi, je pense que dans cette salle, en majorité, on s'accordera sur le fait que le Rassemblement national arrive au pouvoir, quand bien même ce serait Marine Le Pen à sa tête, ne serait pas une très très bonne nouvelle pour les droits des femmes dans ce pays. Et voilà, et pourtant c'est quelque chose qu'elle vient revendiquer de la même façon. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas parce que c'est une femme qui est au pouvoir qu'elle est féministe. Ah ben non, évidemment. Et en vrai, moi je préfère avoir au pouvoir un homme qui n'est pas féministe, pardon. Waouh, le combo des enfers. Je préfère avoir, si je dois choisir, je ne dis pas que nous avons un homme féministe au pouvoir, je dis juste que dans l'idée, si on doit choisir entre un homme féministe ou une femme qui ne l'est pas, en termes d'avancée des droits, il faudra, je pense, toujours choisir la personne qui veut aller dans le bon sens pour les femmes et qui ne veut pas en plus les faire reculer. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le fait qu'il y ait autant de femmes au pouvoir en Europe, c'est très intéressant parce que là, ça montre que justement ce fameux référentiel, il est en train de se moduler et qu'en fait, une femme pourra tout autant avoir le pouvoir dans ses cercles qu'un homme. Par contre, quand on voit une Metsola qui est à la tête du Parlement européen, je ne crois pas que ce soit réjouissant, finalement, parce qu'on est sur quelqu'un qui est contre l'avortement. Enfin, je veux dire, il y a plein de... C'est très grave, en fait. Et
si demain je vois une femme au pouvoir, même en France ou en Belgique, qui est un pays auquel je suis profondément attachée également, qui se positionnait contre l'avortement ou qui venait expliquer qu'elle n'est pas féministe, je trouverais ça très grave. Parce que là, on le voit aujourd'hui, Emmanuel Macron d'ailleurs a fait une annonce par rapport à la constitutionnalisation de l'avortement. On le voit, les droits peuvent reculer à tout moment, on le voit actuellement en Pologne, on le voit de partout. Donc je crois que il faut parfois se féliciter d'une certaine égalité quand elle arrive, et quand on voit qu'il y a un certain quota de femmes qui arrivent au pouvoir et qui montrent que parfois, je ne sais plus qui avait dit ça, mais qu'elles peuvent être aussi, médiocres, voire mauvaises au sens humain du terme, que les hommes. Donc ça peut être C'est François Giraud qui avait dit le jour où il y aura la égalité entre les hommes et les femmes, c'est quand il y aura une femme incompétente. Voilà, autant de femmes. Mais du coup, on peut se réjouir en fait du changement de ce référentiel, et ça revient un peu sur la première question que vous avez posée. Maintenant, il faut rester très très vigilant et ne pas confondre féminine justement et féministe, parce qu'il est essentiel que les personnes qui ont le pouvoir soient féministes. Et on l'a vu, j'avais eu la chance de parler pour le média Brut avec Catherine Guyot, qui était une ancienne du MLF, lors d'une rencontre croisée il y a quelques années, et on en a beaucoup parlé. Elle se félicitait que après des années en fait de sommeil relatif de l'opinion publique par rapport au féminisme, ce terme et ce combat surtout soit revenu autant sur le devant de la scène, parce que non, nos droits ne sont pas garantis et il est nécessaire de continuer à se battre pour, et très très fort. Merci beaucoup. Alors, Sandrine Amiel va nous passer. Vous avez le doigt, Yves? Non, bon. Sandrine Amiel. Oui. Si je veux bien dire deux mots sur Europe et construction européenne et féminisme, puisque ça recoupe à la fois ce qu'a dit Anita Hauser et puis Anna Toumazov. En fait, entre Louise Weiss et Simone Veil, on a affaire à deux générations de féministes différentes. Une de la première vague, si vous voulez, et un peu une de la deuxième, comme on dit. Et sur ce plan-là, et notamment sur le plan de l'avortement, dont on a parlé aussi, et notamment avec des positions actuelles en Europe qui font un peu frémir quand même, eh bien, il y avait une profonde divergence entre ces deux femmes. Louise Weiss écrit, ça doit être en 73, un essai qui s'appelle « Lettre à un embryon », dans lequel elle est tout à fait hostile à l'IVG. Et entre Simone Veil et Louise Weiss, c'est une fracture qui est j'allais dire très très profonde en ce qui concerne leur relation. Louise Weiss estimant qu'on dédouanait en fait la responsabilité des hommes avec l'IVG, avec le droit à l'avortement pour les femmes, etc. Et puis la construction européenne, je pense que oui, ça a été un lieu où les féministes ont pu vraiment se rencontrer à une échelle différente. Donc à une échelle beaucoup plus large. Pendant très longtemps, on peut dire jusque dans les années 90, et notamment au moment du traité de Maastricht, beaucoup d'associations féministes se sont retrouvées pour dire oui à la construction européenne, et ça a été le message qu'elles ont porté en 1992. Et puis, par contre, après, pour 2005 et le traité constitutionnel, là, il y a vraiment eu un déchirement, en fait, des associations de femmes vis-à-vis de la question européenne. Certaines continuant à dire, eh bien, l'Europe a fait beaucoup pour les femmes, nous, on peut continuer à faire confiance à l'Europe parce que ça fait avancer les droits des femmes et ça fait avancer nos conditions. Et puis d'autres, mais entre-temps, il y avait eu le développement de l'altermondialisme, etc. D'autres qui se sont dit, ben non, cette Europe, elle prend une tournure et un virage libéral, ultralibéral, etc., qui finalement va être contraire aux intérêts des droits des femmes. Et donc voilà, on est sur en tout cas une thématique qui est hyper intéressante. Anita ? Oui, à propos de l'opposition de Louise Weiss à l'avortement, je dirais qu'au moment où elle a écrit cette lettre, où elle a publié cet essai, on ne peut pas dire que c'était une voix qui était très écoutée en France. Vous êtes d'accord ? Oui, vous avez tout à fait raison. Comme elle n'était d'ailleurs pas une grande voix en 1979 pendant la campagne électorale, comme vous l'avez très bien dit, qui s'est joué ailleurs finalement. Alors, on va passer à vos questions. Sandrine avec un micro. Un pour le
Un pour le son et un pour que ceux qui sont en ligne puissent avoir les questions. En ligne, vous avez aussi la possibilité de poser des questions et Sandrine se fera votre porte-voix. Oui, madame. Oui, bonjour. Mon nom est Paola Antolini. Je suis une journaliste, une anthropologue qui travaille sur les femmes remarquables européennes. Donc, je vous remercie beaucoup à toutes et aussi toute l'équipe pour avoir organisé cette rencontre sur Louise Weiss. Et en suivant la biographie, en suivant les réflexions, je dirais, comme je m'occupe aussi de l'univers scientifique, que l'histoire des femmes aussi en Europe en général, c'est un peu comme l'univers. Nous ne connaissons que les 5%. La matière, vous voyez, lumineuse. Le reste est invisible encore à nos yeux, mais il y a beaucoup de travail à faire. J'arrive à la question pour Anita, mais pour toutes les oratrices. J'étais en train de réfléchir à une autre femme remarquable, plus ou moins même âge que Louise Weiss. Donc, Marie Curie. Elle a eu aussi 2 fois le refus de l'Académie des sciences, Marie Curie, 2 prix Nobel, 2 fois refusés. Et cette lettre qu'elle vous a adressée, Louise Weiss, en parlant de ses dégoûts, je crois que Marie Curie aussi l'a eu. Après, elle est passée à l'Académie de médecine. Et au niveau de la visibilité et la toponymie des femmes, en Europe, nous pouvons aussi dire que toute la galaxie Curie, ça c'est ma question, est une galaxie visible, car elle donne les noms aux bourses pour les jeunes scientifiques et tout. Qu'est-ce qui vous a passé? Sur les parallélismes, en plus aussi, les deux, à un moment donné, cassent une la plume, l'autre les travaux du laboratoire, pour aller rejoindre les gens de la Grande Guerre, pour être solidaires dans les faits. Comme ça, il me semble qu'il y a des affinités comme des vies parallèles. Puis, je voulais ajouter que j'ai eu la chance de connaître aussi Simone Weil vers la fin de sa carrière et de faire avec elle les prix européens pour le journalisme. Donc, une femme remarquable, mais aussi la finesse de Louise Weiss. Me paraît extraordinaire que vous avez décidé de mettre en valeur l'itinéraire d'une femme engagée et surtout que vous allez continuer. Donc là, c'est aussi une question pour la responsable de l'équipe. Quelle est la vision de l'avenir? Comment est-ce qu'on va faire pour que plusieurs femmes européennes puissent être mises en lumière? Voilà, car c'est un univers caché. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que vous pouvez répondre peut-être sur la dernière partie, sur continuer le travail maintenant sur les femmes et l'Europe, et sur la comparaison Marie Curie et Louise Weiss. Est-ce qu'elle vous paraît légitime? Vous nous c'est à moi que vous parlez? Oui, pardon. Pardon, mais je crois qu'il y a des choses tout à fait intéressantes dans ce que Madame a dit. Vraiment, c'est la question de la visibilité. On pourrait évoquer ici Fausta Desormes-Lavallée, Jacqueline Nonon, qui sont 2 femmes qui ont fait un travail extraordinaire au sein de l'administration de la Commission européenne à partir des années 60. Fausta Desormes-Lavallée, elle crée un petit bulletin qui s'appelle Femmes d'Europe, et qui pendant plus de 20 ans va être vraiment un organe de liaison entre les différentes associations militantes, féministes, en lien avec l'Europe. Donc là vraiment, je pense que c'est une question intéressante de se poser la question de celles qu'on voit, qui sont visibles, et puis finalement des autres, et il y en a eu beaucoup d'autres, et tout à l'heure j'ai tenu à parler du lobby européen des femmes, qui est une organisation très importante aussi, qui a été vraiment un incubateur, un lieu de formation aussi pour de nombreuses militantes féministes dans différents pays européens. La comparaison Marie Curie-Louise Weiss, je sais pas, Louise Weiss, vous savez, elle n'est pas rentrée à l'Académie française, mais quand même, elle a eu beaucoup d'honneurs, notamment à la fin de sa vie. Elle a été très reconnue à la fin de sa vie.
y a un bâtiment du Parlement européen qui porte son nom, à Bruxelles aussi. On lui des promotions de l'ENA, etc. ont porté son nom. Donc, elle est reconnue. Et un peu curieusement d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas été une constructrice de l'Europe. Elle était absente à ce moment-là, et son grand discours du 16 juillet 1979, dont beaucoup de personnes qui l'ont entendu et écouté se souviennent, eh bien, Simone Veil n'en dit pas un seul mot dans ses mémoires, alors qu'elle est élue juste après présidente du premier Parlement européen. Donc voilà, c'est aussi une grande personnalité, un grand engagement, mais qu'il faut vraiment réinterroger au prisme des différentes périodes, des différents contextes, des différents moments aussi qu'ont été sa vie. Parce que les hommes et les femmes d'une seule pièce sont rares, hein. Et donc cette complexité, je pense qu'elle est intéressante à interroger aussi. Anita? Oui, c'est une anecdote. On a rappelé récemment que quelqu'un a posé la question à Marie Curie, qu'est-ce que ça vous fait d'être mariée à un génie? Et elle lui a répondu, demandez à mon mari. Anna, si vous voulez parler peut-être 2 secondes du lobby européen des femmes et peut-être de ce que ça représentait pour vous. Ouais, Parce que là, on a un témoignage en direct. Tout à fait. Mais c'est marrant parce que j'en discutais, j'étais chez Amnesty en Belgique, donc à Bruxelles hier. Amnesty qui d'ailleurs Amnesty Belgique est en train de commencer une énorme campagne sur le droit à l'avortement. Et avec c'est assez édifiant. Ils ont fait des frises sur justement tous les reculs actuels qu'il y avait. Avec aussi des anecdotes comme ce sénateur américain qui a dit que de toute façon, il ne comprenait pas pourquoi les féministes s'intéressaient autant au droit de l'avortement, parce que de toute façon, personne n'allait les mettre enceintes. Voilà, avec beaucoup de délicatesse. C'est rigolo. Et ça vient nous draguer dans nos messages privés, donc bref, c'est marrant. Toujours est-il que, non, chez Amnesty, justement, je discutais du lobby européen des femmes, parce que parfois, des critiques sont émises dans les milieux militants sur certaines positions du lobby européen des femmes. Et justement, ce que j'expliquais, c'est que moi, il y avait heureusement qu'on a des divergences finalement d'opinion entre courants féministes, quand évidemment ça ne va pas trop loin. Mais moi, ce que j'avais trouvé au sein du secrétariat, c'était justement un progressisme qui était remarquable et une équipe de travail qui incarnait ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose de rare en vrai. Et ce que j'ai trouvé, c'était vraiment des personnes qui venaient de toute l'Europe. Et ça ressemblait beaucoup à l'idéal européen, en fait, qui voulaient construire justement un espèce de modèle, de quelque chose qui allait bien. Et il y avait une volonté de réussir par tous les moyens et avec beaucoup de courage. Et c'est pour ça que j'aime bien toutes ces histoires, justement, de grandes femmes qui nous ont précédées dans les luttes féministes. Parce que moi, parfois, par exemple, ce que j'aimais bien faire, c'est que je profitais de mon très jeune âge à l'époque pour aller m'infiltrer en fait dans des cocktails où j'avais l'air jeune, mignonne et innocente, et où j'avais des vieux grigous qui venaient me tenir la jambe, et en fait pour faire les intéressants me raconter finalement des secrets un peu d'alcôve des institutions que j'allais rapporter au lobby et qui nous servaient pas mal. Donc c'était assez intéressant d'apprendre un peu la stratégie qu'on peut mettre derrière un sourire. Et après évidemment oui, ça venait agréger énormément d'associations à travers l'Europe. Et parfois, il y avait des positionnements, moi, qui m'ont hérissé lors des rencontres qu'on faisait, des grands sommets où toutes se rencontraient. Mais ça m'a aussi, à titre très personnel, appris parfois un peu, on n'est pas d'accord avec la personne, mais en fait, on ne peut pas renverser la table et claquer la porte, puisque sinon le débat se termine et on a juste tort. Donc c'était assez intéressant. Ouais. Je pense que c'est un beau passage, comme ça a été souligné pour pas mal de monde, et je comprends pourquoi. Sandrine, peut-être une autre question, madame? J'ai qu'une main, alors c'est compliqué. Je vais dire, okay. Donc, bonsoir. Choisir. Faut que je choisisse. Oui, bonsoir. Moi, il faut que vous mettiez les deux. Voilà. Les deux. Moi, c'est plutôt un témoignage. Si vous voulez, j'ai eu l'immense bonheur, au début des années 70, d'être formée par Marcel Deveau, Irène de Lipkowski, Simone Veil et toutes les syndicalistes et les militantes, parce que ce qui était caractéristique, si vous voulez, du mouvement, c'est qu'à Paris,
il y avait les syndicalistes, les femmes du patronat, les politiques de différents horizons, qu'elles soient communistes ou RPR, si vous voulez, qui étaient toutes favorables au fait qu'il fallait qu'on réalise l'égalité. Et ça s'est fait notamment au niveau européen, effectivement, avec les personnes que vous avez signalées, d'autres encore. Je pense par exemple à Marguerite Thibert, qui est une ancienne, en fait, du Bureau international du travail et qui a beaucoup milité. Et je crois que c'est très important parce que ça s'est constitué ce réseau, ce premier réseau associatif qui après a donné 10 ans après la construction du lobby européen des femmes. Moi, je suis une ancienne vice-présidente du lobby européen des femmes, donc j'ai beaucoup travaillé avec le lobby et exercé des responsabilités, si vous voulez, au sein du lobby. Donc je crois que c'est très important effectivement, de se rendre compte que tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est vrai aussi, même avec Simone Veil, si vous voulez, dont moi j'ai parfois tenu la plume pour un certain nombre de choses, mais il y a, si vous voulez, chez chacune, à la fois le respect de l'autre et la volonté, si vous voulez, d'avancer et de permettre à toutes, si vous voulez, d'avoir effectivement une vie meilleure et une vie à égalité avec les autres. Et je crois que c'est très important et que donc tous ces mouvements et toutes ces actions et toutes ces femmes remarquables, moi je regrette beaucoup, si vous voulez, qu'elles ne soient pas plus connues parce qu'effectivement, si vous voulez, moi j'étais la petite Martine à l'époque. Vous voyez, maintenant je suis une vieille dame, hein, mais si vous voulez, et donc on me transfusait la connaissance, la volonté de faire, le militantisme, et ça c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un cadeau que vous gardez, que vous recevez pour toute la vie. Hein, je crois que c'est important, si vous voulez, c'est en tant que personne, si vous voulez, dans tout ce milieu, et c'est ça qui a permis de tisser l'Europe. Et tout à l'heure, je vous voyais réagir à un propos de Anita, et je vous ai dit que Simone Veil n'était pas féministe. Écoutez, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez, si vous voulez, c'est pas une féministe telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais en fait, c'est elle qui a permis, si vous voulez, qui a permis de construire un certain nombre de réformes. Si vous voulez, pour elle, c'était très important qu'au sein du couple, il y ait l'égalité entre hommes et femmes, que la mère ait les mêmes droits que le père, que si vous voulez, il y a les droits politiques, les droits économiques et les droits sociaux. C'est exactement ce que je disais qu'elle se battait au niveau du droit. Des droits sociaux. Oui, mais si vous voulez, les droits, ça se traduit aussi dans la situation, notamment dans les années 70, c'était les ouvrières, les grèves des ouvrières, si vous voulez, un certain nombre de situations. Je crois qu'il faut, si vous voulez, on est dans un contexte, et puis c'est une femme de son milieu aussi. Donc, si vous voulez, dans la forme, les choses ne sont pas exprimées et dites de la même façon par les unes et par les autres. Mais si vous voulez, moi, j'ai toujours considéré qu'elle était féministe, et si vous voulez, moi, pour avoir reçu et participé à des écritures, si vous voulez, puisqu'elle est beaucoup intervenue en tant que présidente du Parlement européen dans des discours et auprès de réseaux de femmes multiples et variées, pour avoir contribué à ces discours et travaillé avec elle, je peux vous dire que ça dépend comment vous interprétez le mot féminisme. Mais si vous voulez, je crois pour moi, elle était féministe parce qu'elle affirmait, si vous voulez, le caractère inébranlable du droit à l'égalité et à l'existence et au respect des femmes. Je ne dis pas autre chose. Donc, d'accord. Yves, votre point de vue sur Simone Veil est féministe, pas féministe Simone Veil, féministe, point final. Je veux dire, évidemment, au Parlement européen, quand elle est présidente du Parlement européen, c'est elle qui accepte que soit créée une commission ad hoc sur les conditions et sur les droits des femmes, où vont se rencontrer les Italiennes, les Allemandes, les Françaises, etc. Yvette Roudy, Marie-Claude Vessade, qui n'était pas du tout de son bord politique, mais néanmoins, Marie-Claude Vessade m'avait dit, quand on avait un problème, on allait taper à la porte du bureau de Simone Veil quand elle était présidente. Et ensuite, parce qu'elle est restée très longtemps au Parlement européen, alors qu'elle n'était plus présidente, mais à chaque fois, elle accueillait. Mais Françoise Gaspard disait la même chose aussi. Enfin bon, voilà. Donc toutes ces élus, toutes ces femmes féministes, tous ces responsables du lobby, etc. Ont reconnu dans Simone Veil une des leurs, évidemment. Elle a beaucoup œuvré pour ça, parce qu'au début de sa présidence, enfin quand elle était au Parlement européen, elle déplorait en privé que les femmes ne soient pas assez solidaires entre elles.
Ouais, elle me l'a souvent dit quand je bavardais avec elle en tête-à-tête. Elle disait oh, mais je regrette. Alors, elle déplorait deux choses. Elle déplorait que les Français ne soient pas assez unis quand il fallait défendre les intérêts de la France au sein de l'Union européenne. Et la deuxième chose, c'était la solidarité entre femmes. Alors, Marie-Christine Ballet, une question. Merci. Oui, c'est une question sur une femme française qui a eu un rôle important dans l'Union européenne et dont on n'a pas du tout parlé. C'est Nicole Fontaine, qui a été présidente du Parlement européen. Et je voudrais savoir, Yves Dénéchère, où vous la placez dans cette liste de femmes, et notamment parce qu'elle a quand même eu un rôle important. Alors, Nicole Fontaine est présidente du Parlement européen de 1999 à 2002, de mémoire. C'est juste 20 ans après Simone Veil. C'est pas difficile de s'en souvenir. Et elle joue effectivement un rôle très important à un moment où le Parlement européen prend une autre dimension. On a évidemment changé de contexte au début des années 1990, et elle va faire beaucoup pour faire en sorte que le Parlement européen puisse jouer un rôle un peu plus diplomatique. Vous voyez, par exemple, elle va beaucoup s'investir dans la question des relations entre Israël et la Palestine. Ce que le Parlement européen faisait évidemment beaucoup moins auparavant. Et vous parlez de Nicole Fontaine, et j'en ai toute une liste encore de femmes qu'on n'a pas citées, mais au même moment, il y a Nicole Perry, qui est socialiste, et sont pas du tout du même, j'allais dire, du même bord politique, et notamment les deux Nicole, comme on va les appeler à ce moment-là au Parlement européen, vont véritablement faire avancer, alors plus que... j'ai envie de dire plus que la cause des femmes, c'est déjà beaucoup, hein, mais vont véritablement faire avancer la construction européenne en tant que telle. Hein. Donc, vous avez raison, madame, de mentionner son nom, bien sûr. J'ai d'ailleurs à ce propos une petite question, puisqu'on fait le tour des femmes françaises qui travaillent en Europe. Édith Cresson, vous la mettez dans les femmes qui ont défait l'Europe ou qui ont fait l'Europe? Alors, Édith Cresson, elle est élue en 1979 avec Yvette Roudy et d'autres, elles ont dit ce que cette expérience, qui a été courte parce que ça a été de 79 à 81, leur ont apporté sur le plan de la connaissance des rouages politiques, etc. Et puis justement j'allais dire de l'espace de la cause des femmes, comme dit Laure Bérény. Ensuite, Édith Cresson a été membre de la Commission européenne. Elle y a été maltraitée parce que femme. Ça, il faut le dire. Elle a été maltraitée comme première ministre parce que femme. Donc ça, ce sont des choses que, ça y est, les sciences humaines et sociales commencent maintenant à bien travailler et à bien définir. Quand elle était au ministère de l'Agriculture, par exemple, elle a fait avancer un certain nombre de dossiers européens, et notamment aussi sur l'industrie dans les années 85-86. Donc voilà, moi je ne classe pas les femmes en constructrices ou en fossoyeuses de l'Europe, si vous voulez, mais en tout cas, elle a joué un rôle important, et ce sera peut-être là un des avantages, entre guillemets, de l'histoire, c'est d'avoir le recul du temps, et puis d'analyser, comme on disait un petit peu tout à l'heure avec Anna Toumazov, d'analyser ça dans le contexte aussi, un petit peu. Hein. Et voilà. Moi, ce que je me souviens beaucoup d'Édith Cresson, c'est la manière dont elle était caricaturée au Guignol, vous voyez. Parce que femme, on l'a beaucoup attaquée, et je ne suis pas en train de faire ni son hagiographie, ni de vouloir réhabiliter quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais c'est un fait. Et donc, faut en tenir compte quand on veut évaluer une action. Anita? Alors, je voudrais apporter un témoignage, c'est que moi, j'étais journaliste à l'époque où elle a commencé donc son discours de politique générale à l'Assemblée, et elle avait sa voix qui était mal posée, c'est-à-dire qu'elle était un peu haut perchée, et ça a été dramatique parce qu'à partir de ce moment-là, elle a été caricaturée et elle n'arrivait plus à s'imposer devant les députés qui étaient très misogynes, il faut le dire, qui l'interrompaient. Et alors,
à l'Assemblée, il y a cette espèce de murmure des gens qui parlent, et donc c'est très perturbant pour l'orateur. Les gens qui regardent la télé ne l'entendent pas parce que les micros sont coupés, mais à l'intérieur de l'Assemblée, c'est épouvantable. Et je dois dire que ce discours de politique générale, qui n'était pas un chef-d'œuvre, il faut le dire, mais ça a été horrible. Bon, si on parle en termes de voix, Michel Rocard avait une voix épouvantable et écouter un discours était interminable et on s'endormait toujours à la moitié du discours. Et il n'a pas été critiqué de cette façon. Une autre question? Alors, attendez, madame, on va prendre quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Il y a madame, je ne vois pas, je vois que les cheveux blonds. Pardon? Il y a une jeune fille au fond. Voilà, voilà. Je suis désolée, il faut que ce soit tout le monde. Et il y a des questions qui... D'accord. Oui, bonjour, je vais être très rapide, hein, puisque... Oui, voilà. Je suis Olga Humbert, une ancienne fonctionnaire de la Commission européenne. Et en fait, comme monsieur a mentionné, en fait, ma directrice de l'époque, Jacqueline Onon, voilà témoignage. Je suis venue effectivement sous l'égide de Jacqueline à Paris et j'ai eu 17 ans à Paris, ce qui est exceptionnel parce qu'on vous envoie à l'étranger pour 3 mois et il faut retourner au siège ou dans un autre pays. C'est sous son égide qu'on a commencé à développer en fait les centres d'information en France. Et non seulement nous, donc effectivement Commission, mais avec l'aide du Parlement européen, on s'est joints, on a travaillé ensemble et ça a été un travail énorme et super d'ailleurs pour effectivement prendre en fait, non, c'est pas prendre, c'est pardon, communiquer en fait la parole européenne auprès des Français. Et ça, nous l'avons fait de différentes choses pour les très jeunes, pour les un petit peu plus âgés, les écoles, dans les universités, ça existait déjà, les centres de documentation européenne, mais ça a été pour moi vraiment une expérience superbe. J'ai fini en fait par Source d'Europe, donc à la Défense que vous avez connue. C'était le gouvernement français qui nous avait donné quand même une subvention énorme. Ça a duré 10 ans et malheureusement, bon, faute de finances quand même, on l'a arrêté. Eh bien, je peux vous dire que je suis très contente que vous avez ouvert ici le Parlement européen. Vraiment, félicitations. Voilà, levez-vous, merci, parce que nous, on ne nous voit pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. C'était très intéressant. J'ai une question sur le fait que vous disiez tout à l'heure que la construction européenne et ses institutions ont été un terrain favorable au développement féministe. Et je voulais votre avis sur la politique nationale, notamment en France et dans les autres pays européens, qui à mon sens, a l'air un peu plus inertielle sur cette notion-là. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi et comment vous expliquiez qu'il y ait une différence de développement sur le féministe dans une institution nouvelle comme l'Europe et des institutions nationales qui ont l'air un peu plus inertielles sur cette question-là? Merci. Peut-être Yves, parce que bon, il y a 27 États membres, hein, donc ça risque de prendre jusqu'à demain matin si on établit chaque État membre et sa politique vis-à-vis des femmes. Peut-être de façon un peu plus générale, Oui, parce que moi, je suis incapable de répondre à la question, évidemment, dans le détail. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que pourquoi la construction européenne a été un lieu, si vous voulez, propice à ce développement-là, eh bien, c'est parce que aussi, il y a eu assez vite, à partir du moment où on est dans l'Europe des 12 et des 15, il y a eu aussi l'expérience scandinave quand même. Ça veut dire que ces femmes, et notamment les Françaises, hein, eh bien, rencontraient d'autres femmes qui se battaient aussi pour leurs droits, qui avaient peut-être davantage de droits aussi, et surtout l'effectivité des droits, parce que c'est pas le tout d'avoir des droits, l'effectivité des droits est importante. Et je pense que ça a été un facteur explicatif, si vous voulez, du fait que, eh bien, on était là dans un espace plus favorable à ce développement des droits des femmes. Alors, je
je peux rajouter quelque chose, et Vas-y. peut-être Isabelle, Ouais. etc. Mais c'est quand même l'égalité homme-femme est dans le traité de Rome, donc tout en découle. C'est quand même la base de la base de la base. Après, effectivement, il y a eu des aiguillons qu'on a trouvés plutôt au nord de l'Europe, hein, mais moi, j'étais au départ journaliste sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'arrêt Kodak, qui était un arrêt qui a permis aux femmes de travailler de nuit, qui était interdit en France sous prétexte que les femmes n'étaient pas capables de travailler de nuit. C'était une fausse protection. Qui en fait ont permis ensuite, cette interdiction de travail de nuit en France empêchait les femmes d'être embauchées, c'était un prétexte, et c'est passé par l'Europe, et c'est ça qui a fait que les femmes ayant désormais l'autorisation de travailler de nuit, ça leur a ouvert des portes qui auparavant étaient fermées. C'est un peu paradoxal, parce que ça partait d'une bonne intention théorique en France, et donc tout ça se fondait sur l'égalité entre les hommes et les femmes et le traité de Rome. Alors, juste un mot, vraiment, c'est pour dire que c'était plus facile au sein des institutions européennes parce que c'était des institutions en devenir. Elles n'existaient pas en tant que telles et donc elles se construisaient. Et comme l'égalité homme-femme est inscrite dans le traité de Rome, c'était beaucoup plus facile à imposer dans des institutions qui se créaient que dans des institutions qui existaient comme en France où les postes étaient tenus très fermement par les hommes. Isabelle? Oui, alors, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'a dit Denis Schler, c'est cette coupure de 2005. Il est très clair que l'Union européenne a été très porteuse, à mon avis, pour l'idée du féminisme, pour les droits des femmes, parce qu'il y avait ces dispositions dans les traités. Mais cette disposition dans les traités ne concerne que les droits économiques. C'est l'égalité des salaires, c'est la non-discrimination femmes-hommes, pardon. Et l'Union européenne a toujours essayé, ça c'est la force de l'Union européenne, c'est la force de l'Union européenne d'ailleurs d'avant 2004, quand même, il faut le dire, de construire avec le droit un objectif politique, c'est-à-dire sous prétexte qu'on applique les traités, on nous a donné les traités, les compétences, on va beaucoup plus loin, parce qu'on a un objectif d'intégration toujours plus grand. Il y a une coupure, et vous l'avez dit, en 2005, qui à mon avis est due aussi à l'élargissement. Il faut comprendre que quand même la Pologne et la Hongrie, pour les droits des femmes, c'est pas... alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, après, et aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'Union européenne, et ça c'est moi qui parle, Isabelle Coustet, et ça n'est pas la représentante du Parlement européen, bien que je pense qu'au Parlement européen, il y a une grande majorité de députés pour penser ce que je dis, il faut que l'Union européenne renoue avec comment dire, le chemin qui a été pris pour accompagner les droits des femmes. Aujourd'hui, pour avoir une législation de genre. Je vous invite à écouter notre podcast. C'est donc aussi Sandrine qui s'occupe des podcasts. Alors vraiment, merci beaucoup ce soir, Sandrine. On a sorti un podcast aujourd'hui sur les 24 heures décisives dans l'adoption de cette directive sur la transparence des salaires. On ne parle même pas d'égalité. Et là, on applique les traités, hein, parce que l'égalité des salaires, c'est les traités. Mais pour les appliquer, il faut remplir un certain nombre, il y a tout un tas de choses pratiques. Et bon, pour adopter cette législation, il a fallu un temps incroyable. Pour adopter la législation précédente qui concernait les femmes dans les conseils d'administration, il a fallu plus de 10 ans. Et une des députées, qui est une des plus jeunes du Parlement européen, nous dit dans ce podcast « J'ai peur que ce soit la dernière législation de genre que l'Union européenne soit capable d'adopter ». Donc, il faut que l'Union européenne renoue avec cette volonté de légiférer dans le domaine des droits des femmes pour les protéger. Et je vous rappelle aussi l'échec de cette fameuse directive générale sur la non-discrimination en général, qui va au-delà de la discrimination sur les salaires, qui est un grand échec, et le lobby européen des femmes le rappelle aussi depuis très longtemps. Donc, il y a, oui, certes, dans les gènes de l'Union européenne, une volonté féministe, et c'est la zone du monde qui protège le mieux les droits des femmes aujourd'hui, et on est tous, je pense, très contents d'être nés en Europe ou de vivre en Europe aujourd'hui dans le monde, si on compare avec le recul des droits des femmes partout. Mais il faut être vigilant. Et l'Union européenne, je pense, gagnerait à renouer avec cette activité législative dans le droit, justement. Anna, vous voulez dire quelque chose? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tout a été dit de façon très claire. Et juste concernant la question des inerties, effectivement,
à des échelles nationales, c'est pire que ça, surtout qu'on a des reculs et qu'en fait, il serait plus lent pour l'Union européenne de reculer d'un coup, alors que voilà, je reprends la Pologne ou, à mon avis, bientôt l'Italie de façon catastrophique. Là, on le voit quand même arriver gros comme une maison. Et la France aussi, d'ailleurs, finalement. Non, mais la France, on a quand même 88 députés à Rassemblement national, donc moi, ça m'inquiète beaucoup personnellement. Mais voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est que un recul brutal est plus compliqué en Europe grâce à tous les mécanismes effectivement qui existent, alors que malheureusement à l'échelle nationale, tout est possible. Alors, j'ai protesté sur la Pologne, notamment. République tchèque, c'est pareil. Nous avons fait à Citoyennes pour l'Europe 2 cafés-débats sur les femmes en République tchèque et sur les femmes en Pologne, et avec donc des gens qui venaient de ces pays, qui avaient tous âges, et qui nous disaient qu'avant 2004, le droit à l'avortement dans ces pays-là était tout à fait autorisé. Avant 2004, les femmes avaient des métiers d'hommes, qu'on appelle nous des métiers d'hommes. Les salaires étaient équivalents, il y avait des crèches. Et c'est depuis qu'ils sont intégrés l'Union européenne qu'il y a des reculs. Notamment parce que à cause de cette époque de 2004, il faut se souvenir de ce libéralisme flamboyant dans ces pays. C'est-à-dire qu'en fait, les crèches étaient auparavant des crèches d'État, et puis elles ont été supprimées. Les crèches ont été après petit à petit remplacées par des crèches publiques. L'école était d'État, remplacée par des crèches privées. Ensuite, les écoles sont devenues privées, etc., etc. Et donc, pour accéder à tout ça, il fallait de l'argent. Et donc, le rôle des femmes a régressé dans ces pays-là. Vous permettez la mini-question? Yves qui voulait dire un mot. Alors, non, je ne vous permets pas, madame, parce qu'il y a des questions qui sont d'Internet, et je crois que Yves a quelque chose à dire. Non, bon, il n'a pas levé le doigt. Mais attendez, parce que c'est chacun son tour. Je pense que Sandrine va nous poser quelques questions qui ont été posées en ligne. Ça va être difficile de faire des choix, parce que malheureusement, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout couvrir, donc je vais faire des choix un peu arbitraires. Donc, selon vous, quel héritage les jeunes filles d'aujourd'hui ont de Louise Weiss et de Simone Veil? Sont-elles connues auprès du grand public? Et c'est une question de Lali. Alors, excuse-moi, je répète parce que j'ai été obligée d'éteindre mon téléphone. Selon vous, quel héritage les jeunes filles d'aujourd'hui ont de Louise Weiss et de Simone Veil? Sont-elles connues auprès du grand public? Et c'est une question de Lali. Peut-être que c'est plus une question pour Anna Toumazov, sur les jeunes filles d'aujourd'hui. Alors, j'avoue que sur Louise Weiss, la figure est un peu moins connue. Parce que Simone Veil, c'est une figure qui a été très incarnée, qui est presque rentrée dans une forme, alors j'espère que je ne vais perdre personne en utilisant cette formule, mais une forme de pop culture du militantisme. J'ai vu des sourcils se lever là-bas, donc j'ai perdu. Oui, soyez plus clair. Ouais, je vais être plus clair. En gros, le militantisme féministe est en train quand même d'irriguer maintenant chaque pan de la société. On parle beaucoup de féminisme, etc. Et en fait, quand je dis qu'il y a une pop culture, c'est-à-dire une culture populaire du féminisme qui arrive, c'est qu'en fait, il y a des figures. Maintenant, par exemple, si vous voulez aller acheter un mug, un t-shirt, une affiche ou que sais-je de Frida Kahlo, qui est devenue une figure féministe par la force des choses ces dernières années, eh bien, vous pouvez le faire. Si vous voulez porter, pareil, moi, j'ai des t-shirts avec Simone Veil. Je veux dire... Moi, j'ai des t-shirts aussi avec la reine d'Angleterre. Hein. Voilà. Mais je veux dire, c'est des t-shirts qu'à tout moment, je vais mettre pour aller en manifestation, justement. Voilà. Il y a un côté... Louise Weiss, c'est vrai qu'on en a moins entendu parler. Moi, je la connaissais, mais je suis allée lire sur elle et tout pour vraiment avoir toutes les informations en tête. Simone Veil, au même titre que Gisèle Halimi, sont quand même des figures qui sont très connues parce que, justement, on parle beaucoup de quel droit est arrivé quand. Donc, on sait à quel droit elles correspondent en France. Et du coup, voilà, ce sont des figures qui sont les plus incarnées et qui, effectivement, servent de modèle à la jeunesse en termes, je dirais, d'abnégation, vraiment, et même, je pense, des personnes qui n'ont absolument pas les mêmes obédiences politiques que ces femmes vont pouvoir se reconnaître en elles, et ça, c'est assez formidable. Une autre question? Peut-être deux questions?
Alors, une autre question des personnes qui se sont connectées en ligne. On a une question de Julien Barbarou. Comment expliquer l'arrivée tardive de femmes au poste de commissaire européen 1989, comme l'a rappelé Yves de Necher? Donc, c'est peut-être plus une question, Yves. Oui, bah, si vous voulez, on est dans des postes qu'on peut qualifier de techniques. On est dans alors faut bien voir qu'au Parlement européen, les femmes y arrivent à un moment où il n'y a pas de pouvoir au Parlement européen, où il n'y en a pas beaucoup, et donc où les hommes ne se bousculent pas forcément en premier choix vers le Parlement européen. Donc ça, c'est bien documenté. Les politistes ont travaillé là-dessus, etc. Certes, quand des hommes perdent une élection législative, ils sont bien contents de retrouver un poste au Parlement européen, mais il y a relativement peu d'hommes, peut-être Jean-Louis Bourlange et d'autres, Alain Lamassoure, etc., qui se sont vraiment engagés au Parlement européen, mais finalement, il y en a assez peu. Donc ça, c'est une chose. Commissaire européen, c'est ce sont les États qui nomment. Et quand François Mitterrand nomme Christiane Scrivener, qui vient de la droite, puisqu'elle a été une ministre de Giscard, à ce poste, c'est un geste politique fort. On a parlé avec Mitterrand et Yvette Roudy de féminisme d'État, etc. On est aussi là-dedans. Bon, et puis il va y avoir un long. J'en avais parlé avec Jacques Delors quand je l'avais rencontré, quand je travaillais là-dessus, et je lui avais dit, mais enfin dans vos commissions, il n'y a pas de femmes. Et il est resté 10 ans au Parlement européen. Enfin, quand je dis il n'y a pas de femmes, à la Commission. Quand je dis il n'y a pas de femmes, il y en avait très très peu. Et il m'avait expliqué que, bah oui, c'était des équilibres subtils, qu'en gros les États voulaient nommer des poids lourds, des gens qui pèserait à la commission, et qu'il préférait nommer des hommes par rapport à des femmes. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, on n'est pas dans le même schéma que le Parlement européen. Là, c'est un État qui nomme une personne. Et on revient, si vous voulez, un peu à la différence entre un scrutin national de liste, si vous voulez, et puis un scrutin uninominal. C'est à peu près, à mon avis, la même différence. Donc une réticence des États à nommer à un poste unique, très important, une femme. Oui, prends le micro. Aujourd'hui, la différence avec cette période, c'est que maintenant les commissaires doivent passer en audition devant le Parlement européen. Et donc là, on va beaucoup plus scruter la parité dans l'ensemble. C'est devenu pour le président ou la présidente investie au mois de juillet un casse-tête, parce qu'il faut la bonne nationalité, la bonne couleur politique et aussi un équilibre de genre. Ça, maintenant, c'est acquis, on va dire. Voilà. Et puis alors après, seront testés aussi tout commissaire qui va avoir un problème de violence ou de harcèlement vis-à-vis des femmes, à mon avis, ne passera jamais la barre de l'audition. Ça, c'est la nouveauté aujourd'hui. Je pense que là-dessus, c'est acquis. Est-ce qu'il peut y avoir un problème, une question de parité, alors que c'est les États membres qui nomment les… Et bien justement, c'est au sein du Conseil européen, on va demander de nommer 2 candidats, un homme, une femme, et ensuite on fera l'équilibre. C'est très compliqué parce que vous allez avoir un État qui va vouloir, et en plus il vous faut un État, ce qu'il veut avant tout, c'est un portefeuille. Ben oui. Donc il va devoir nommer une personne compétente pour ce portefeuille. Parce qu'il va passer aussi l'audition au Parlement européen. Donc on va leur demander s'il a des compétences sur… Et du coup, il lui faut aussi maintenant un homme et une femme. Donc c'est très compliqué. Mais je dirais que l'époque où on se débarrassait des gens dont on ne voulait plus en politique nationale pour les oublier à la Commission européenne est révolue. C'est déjà bien. Et l'époque aussi où on aurait une Commission européenne où il n'y aurait pas de femmes est révolue. Et ça, c'est très bien aussi. Voilà. C'est ça que je voulais ajouter. On a une autre question parmi les personnes qui sont connectées en ligne de Safia Alag-Maurice. Il reste bien des combats à mener et d'abord dans nos pays européens. Quelles sont, selon vous, les urgences, au-delà de l'égalité salariale, bien sûr, qui est le combat essentiel? Ah, c'est presque un mot de la fin, ça. Peut-être Anna? Mais je pense que… Oui, après, je lui donne le temps de la réflexion.
On essaie de le rappeler ces jours-ci. Il y a 1 an et demi, j'ai eu le poids sur les épaules de travailler sur un hashtag qui s'appelait Double Peine. Et à travers ce hashtag, j'ai essayé avec des consoeurs qui m'ont rejoint au fur et à mesure de la lutte d'adresser le problème de la mauvaise prise de plainte, la mauvaise prise des plaintes de femmes dans ce pays. À ce moment-là, en France, oui, en France, bien sûr. Après avoir menacé évidemment de plainte pour diffamation, le gouvernement a fini par devoir m'écouter puisqu'il y a eu des pétitions d'avocats, etc. et a promis de faire les choses. Là, les 2 derniers féminicides qui viennent d'avoir lieu en France, c'était des féminicides, enfin, c'était des cas en tout cas où les femmes avaient porté plainte auprès de la police était au courant et n'a rien fait. Donc malheureusement, ce n'est pas tous les policiers comme ce n'est pas tous les ministres. En tout cas, alors qu'il est la police et le gouvernement français ont par extension du sang sur les mains puisqu'ils ont échoué à protéger ces vies de femmes, qui parfois en plus sont des mères de famille, donc ça vient tuer des familles entières. Donc je pense que la lutte contre les violences, qu'elles soient évidemment physiques menant jusqu'à la mort ou plus spécifiquement sexuelles, est une priorité. Avec évidemment aussi l'égalité des salaires, parce que je crois qu'une égalité économique aussi vient résoudre bien des problèmes. Et après, on pourra passer à d'autres priorités, mais disons secondaires, qui sont celles des libertés totales, par exemple celle de pouvoir se déplacer dans la rue sans toujours avoir peur d'être agressé ou voilà. Et on trouvera des solutions. Moi, je pense que le jour où les hommes auront peur de harceler et de faire se sentir étrangères les femmes dans la rue, je crois que le jour où vraiment ils auront peur, les choses changeront. Oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense que vraiment, moi, je rêve d'un jour où je n'aurai plus à dire à mes amis quand elles partent de dîner chez moi à 23h, à 10h, ils font nuit, tu m'écris quand tu es bien arrivé. J'espère que ça arrivera parce que... Mais attendre un peu, à mon âge, il y a moins de... Non, je blague. Mais... Non, mais voilà en tout cas pour les priorités à mon sens, et évidemment les représentations, que chaque petite fille puisse avoir la même ambition que chaque petit garçon, ça ce serait vraiment génial. Et qu'on apprenne aussi aux hommes, cette dernière chose, qu'ils ont le droit d'avoir des émotions, parce que ça, c'est quelque chose qu'on adresse assez peu, mais ça fait partie du sexisme. On éduque les petits garçons en leur disant ne pleure pas, ne sois pas triste, et après on voit qu'il y a des plus hauts taux de suicide chez les hommes. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris aux hommes qu'ils avaient le droit aussi d'avoir des émotions et d'avoir des sentiments. Et je crois que si les hommes avaient le droit d'exprimer de la même façon que les femmes et rencontrer le même soutien quand ils partagent des émotions négatives, eh ben, peut-être qu'aussi ils auraient moins besoin parfois de prouver avec force et que le monde irait mieux. J'y crois profondément en tout cas. Yves. Ben moi, pour répondre à la question, si vous voulez, en histoire, nous, on sait que les évolutions ne sont jamais linéaires. Donc, c'est une grave erreur de penser que la question des droits des femmes, c'est une évolution qui va toujours vers davantage de droits, etc. Il n'y a pas de linéarité en histoire. On parle beaucoup, quand un pays veut entrer dans l'Union européenne, de l'acquis communautaire. Je pense qu'il y a un acquis européen sur les droits des femmes, mais que cet acquis-là, faut pas penser qu'il peut pas être mis en cause. Et donc, tous les chantiers que Anna Toumazov a évoqués, je les partage et j'y souscris. Mais il faut en même temps une grande vigilance sur déjà ce qui a été acquis, parce que la remise en cause, elle peut venir d'un pays ou d'un autre, on en a déjà parlé, mais le chantier est... j'allais dire, il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier parce que rien n'est acquis. Alors on va prendre peut-être une dernière question, une mini-question, toute mini. Attendez le micro. Oui, voilà. Merci beaucoup. Donc, je voulais revenir sur la figure de Louise Weiss, car aussi son actualité et sa force, son école pour la paix, celle qu'elle décide de fonder en 1930 dans les locaux de la Sorbonne, en invitant différents orateurs et oratrices à parler sur l'urgence de la paix. Alors, bravo aussi à qui a organisé la brochure là, du bureau du Parlement européen. D'ailleurs, il me semble qu'Isabelle Coustet soit la première femme qui dirige je crois qu'elle est la première femme qui dirige le bureau, bravo. Et donc, pour cette mise en lumière, l'actualité, revenir sur Louise Weiss, car nous sommes là pour elle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur
En plus, elle aimait beaucoup cette dimension nouvelle. Hein, la nouvelle Europe, la nouvelle femme, la nouvelle... Voilà. Donc, cette école de la paix, qu'est-ce qu'en pensez-vous de son actualité? C'est une leçon pour nous, actuelle et pour l'avenir. Merci. Alors, je vais... en fait, c'est comme ça que je voulais terminer, c'est en posant une question à chacun qui englobe la vôtre, à chacun de nos 3 intervenants. On voit poindre de plus en plus le concept de politique étrangère féminine. Louise Weiss, d'une certaine façon, c'était de la politique étrangère qu'elle faisait. Simone Veil aussi. On a énormément de femmes aujourd'hui qui sont ministres des Affaires étrangères. Est-ce que aujourd'hui en Europe, on voit aussi Ursula von der Leyen qui fait de la politique étrangère. On avait vu à l'époque Cathy Ashton qui a démarré avec le service extérieur, enfin, aux représentantes de l'Union européenne. Est-ce qu'il y aurait une spécificité qui, par exemple, inclurait la paix à une politique étrangère faite par des femmes ou pas? Qui veut commencer? Bon, moi, je veux bien. Allez-y. Ben, quand j'ai travaillé sur cette question des femmes et l'Europe, j'en ai rencontré évidemment beaucoup à qui j'ai posé cette question. Je la posais toujours en début d'entretien. Et en début d'entretien, toutes me disaient, mais évidemment non. Nous sommes des responsables politiques, nous sommes des diplomates, puisque j'avais travaillé aussi sur les ambassadrices, nous sommes des diplomates, nous sommes des femmes politiques, etc. Donc nous agissons en responsables. Donc il n'y a pas de manière féminine de faire de la politique et de faire de la diplomatie. Et puis, dans chaque entretien, souvent avant la fin, il y a un moment ou un autre, elle me disait, bah ça, vous voyez, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ci, ça c'était plutôt une pratique féminine de la politique et de la diplomatie. Donc voilà, et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une dans une question trop naturaliste en quelque sorte. Les femmes font la politique d'une manière, les hommes de l'autre. Je suis pas sûr qu'il faut aller très loin là-dessus. Il y avait eu un essai qui il y a déjà maintenant une vingtaine d'années avait fait couler beaucoup d'encre. C'était les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, etc. Donc voilà, c'est pas bon. Je suis pas politiste, je suis pas philosophe, si vous voulez. L'historien, il a déjà du mal à prévoir le passé, donc analyser l'avenir et ce genre de choses, on est évidemment moins à l'aise. Mais je crois pas qu'il faille aller très loin dans cette question, parce qu'on va trouver toujours des contre-exemples. Hein. On va reparler de Margaret Thatcher sûrement et de la guerre avec l'Argentine, etc., etc. Donc bon, voilà, j'irai pas très loin de ce côté-là. Adam? Mais je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. Je crois que ce serait un peu essentialiste peut-être de dire qu'il y a une façon d'agir des hommes, une façon d'agir des femmes. Mais il suffit par exemple de regarder en France, on a des hommes politiques très agressifs, des femmes politiques très agressives, puis des hommes politiques très doux, des femmes politiques très douces. Donc non, je crois après, peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure et au fait d'être moins guidée par la nécessité de prouver une certaine virilité, une certaine force. Alors peut-être que les femmes n'ayant pas ce besoin peuvent diriger autrement, mais effectivement, il y a eu des contre-exemples dans l'histoire. On en a aussi en politique nationale. Donc je crois pas non qu'il y ait de politique étrangère féminine. Et je crois même d'ailleurs qu'on a tout intérêt à ce qu'il n'y en ait pas spécialement, et que juste à un moment, on n'est plus à mettre de quotas, et on n'est plus à faire attention à est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Bah, une femme n'a pas moins de chances d'arriver au pouvoir, alors allons-y et tout. En tout cas, j'espère qu'on aboutira à ça. Mais c'est pour la représentation. Pour l'instant, c'est important. Tant qu'il n'y a pas une égalité qui est naturelle, il faut un peu la forcer. Et... Oui, mais pour moi, c'est ça, c'est une idée de représentation. Et parce que, par exemple, sur le principe, quoi. Ben, on entend souvent sur l'histoire. Si on ne sert pas à quelque chose de différent, je ne sais pas à quoi ça sert de mettre une femme plutôt qu'un homme. Moi, je pense pas qu'il y ait une façon de à part cette histoire un peu du virilisme, c'est-à-dire de la quête de virilité exacerbée et de besoin de conquête. Bon, là, on parle de territoire, évidemment.
va parler après de toutes les affaires de mœurs. Mais à part cette chose-là, je crois que la façon, les vues d'un homme ou d'une femme sur la justice, sur l'économie ou sur l'éducation, j'ose espérer que de plus en plus, ce sera exactement les mêmes et que donc non, il n'y a pas de Si différence. Poutine était une femme, vous pensez qu'il aurait fait la même chose? Poutine, justement, Poutine, on en arrive sur cette histoire de... Poutine, c'est l'incarnation de la virilité toxique. C'est cette espèce de gars qui veut comme poser ses testicules sur les continents du monde entier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que ce qui pour une femme serait plus difficile. C'est vrai. Non, mais voilà, on imagine même une femme aller combattre avec un ours comme ça. Voilà. Donc, les femmes sont différentes. Oui, mais en matière de politique. Merci, Anita. Déjà, moi, j'allais dire que les femmes ne sont pas des guerrières, mais enfin, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied en rappelant Margaret Thatcher, qui a fait la guerre des Malouines, mais je crois qu'elle est l'exemple qui confirme la règle. En fait, la diplomatie, ce n'est pas la guerre. Donc, la politique étrangère, c'est la diplomatie. Et effectivement, il y a peut-être une patte féminine dans la manière d'aborder les choses, les contacts avec les individus. Les femmes sont peut-être moins agressives, encore une fois, en matière de diplomatie. Mais je ne crois pas qu'il y ait une spécificité féminine de politique étrangère, parce que la politique étrangère, elle est toujours dirigée par les présidents, et en France, on n'a jamais eu de présidente. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous. Et je vous propose de suivre Isabelle Coustet juste à côté. Je crois qu'un cocktail vous attend. Super. Merci beaucoup, Yves. C'est dommage qu'on ne se rencontre autour de la oui, table. bien sûr que c'est dommage. C'est le meilleur moment. Non, merci beaucoup. on aurait pu lui mettre... Au revoir, à bientôt. Merci.